Bonjour et bienvenue dans The Deep Dive. Si vous avez eu l'impression que la scène mondiale est particulièrement tendue ces derniers temps, eh bien vous n'êtes pas seul. Les gros titres des 2 dernières semaines donnent le vertige. Aujourd'hui, on plonge dans une pile de sources pour comprendre la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine qui est, on peut le dire, en train de tout bousculer. Le titre de notre analyse, l'Amérique d'abord en action. Projeter la puissance, préserver la paix en 2026. Cette analyse vous est présentée par ProWave AI et elle est entièrement générée par Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle pour donner un sens à tout ce bruit. Et ça, c'est un point important à souligner. Stylo News, c'est en fait la version grand public d'un logiciel beaucoup plus puissant, Stylo Intel Ops, qui est lui conçu pour les opérations gouvernementales, militaires ou les grandes entreprises. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour notre discussion d'aujourd'hui, on s'appuie sur une capacité d'analyse qui est normalement réservée aux décideurs au plus haut niveau. Ça nous donne un angle assez unique, oui. Exactement. Pour décrypter ce qui se passe vraiment. Alors, allons-y. Ce qui frappe tout de suite en lisant les sources, c'est que les États-Unis ont clairement changé de braquet. Ah oui. C'est un changement de posture radical. On a l'impression qu'ils ont décidé d'arrêter de simplement gérer les crises au jour le jour pour passer à une approche beaucoup plus musclée. Musclé, voilà. La formule qui revient partout dans la stratégie de sécurité nationale, c'est la paix par la force. C'est exactement ça. Le mot-clé à retenir, c'est affirmation stratégique. On passe d'une logique de gestion du risque, où on cherchait surtout à éviter les conflits, Oui. à une logique d'application coercitive des intérêts américains. Concrètement, ça veut dire que l'administration actuelle est prête à accepter un risque d'escalade à court terme. Un risque qu'elle juge calculé, j'imagine. Un risque calculé, tout à fait. L'objectif, c'est de restaurer la crédibilité de la dissuasion américaine. Une crédibilité qui, selon les sources, a été érodée ces dernières années. Donc, si je comprends bien, on ne cherche plus à éviter le conflit à tout prix. Non, plus du tout. C'est presque l'inverse. On est prêt à provoquer une petite crise pour en éviter une plus grande. C'est un pari incroyablement audacieux. C'est un pari, oui. On ne cherche plus seulement à éviter l'escalade. On cherche à la gérer. C'est toute la nuance. Le concept qui ressort des analyses, c'est celui de la gestion active de l'escalade. La gestion active de l'escalade. Oui, l'escalade contrôlée devient un outil de la politique étrangère. On l'utilise pour rétablir des normes, des lignes rouges claires. Ce n'est plus un bug, si on veut. C'est une fonctionnalité. C'était une fonctionnalité, exactement. Un changement de paradigme complet par rapport aux doctrines précédentes. Et il y a un endroit sur la carte où cette nouvelle doctrine s'est appliquée de la manière la plus spectaculaire. La plus directe, oui. L'hémisphère occidental, les sources sont claires, c'est la priorité géographique numéro 1. Et l'événement qui a secoué la planète ces derniers jours, c'est bien sûr l'opération américaine à Caracas, au Venezuela. Absolument. C'est l'illustration parfaite de cette nouvelle posture. En quelques heures, une opération des forces spéciales américaines a abouti à la capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Et juste après, Dans la foulée, Washington a annoncé la mise en place d'une gouvernance américaine temporaire sur le pays. C'est une décision d'une portée immense. une gouvernance américaine temporaire. Les mots sont lourds de sens. Quels sont les objectifs affichés derrière une action aussi radicale? L'objectif officiel est double. Premièrement, stabiliser un pays qui était au bord de l'effondrement total pour éviter une crise humanitaire et migratoire encore plus grave. D'accord. Et deuxièmement, et ça c'est crucial, sécuriser et restaurer les infrastructures pétrolières du pays. Ah ouais, le pétrole. Le Venezuela a les plus grandes réserves au monde. Leur remise en état est présentée comme vitale, non seulement pour l'économie locale, mais aussi pour la stabilité des marchés énergétiques mondiaux, qui sont très volatiles en ce moment. J'imagine qu'une intervention aussi directe a dû provoquer une onde de choc mondiale. Les réactions ont dû être tranchées. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est totalement polarisé. D'un côté, vous avez des gouvernements comme l'Argentine, l'Équateur, le Honduras, qui ont offert un soutien, parfois explicite, souvent tacite. Pour eux, la chute de Maduro, c'est une bonne nouvelle. Et de l'autre côté, De l'autre, c'est une levée de bouclier. Les gouvernements de gauche, menés par la Colombie, le Mexique et Cuba, ont immédiatement crié à la violation de la souveraineté. un retour de l'impérialisme américain. Voilà, c'est exactement le vocabulaire utilisé. C'est intéressant pour la Colombie et le Mexique, qui sont des partenaires majeurs des États-Unis. Oui, et leur condamnation est ancrée dans une longue histoire de méfiance. Mais le détail le plus révélateur, il est venu de Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé?
La Havane a été forcée de confirmer la mort de 32 de ses officiers de renseignement et militaires pendant l'opération américaine. 32. Oui, et ces hommes n'étaient pas de simples conseillers, ils étaient complètement intégrés dans l'appareil de sécurité de Maduro. Ils en étaient la colonne vertébrale. Donc c'est un aveu en fait. C'est l'aveu public de l'implication directe et profonde de Cuba dans le maintien au pouvoir du régime. Ça change complètement la perception de la situation. Ça expose au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient, oui. Et au-delà de la région, les autres grandes puissances, la Russie, la Chine, elles soutenaient Maduro. Leur réaction a été très calculée. À l'ONU, la Russie, la Chine, l'Iran, ils ont condamné l'action avec les termes les plus forts. Abus de pouvoir impérialiste, violation du droit international. Le discours classique. Le discours attendu, oui. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Aucune de ces puissances n'a pris de mesures concrètes qui risqueraient une escalade directe avec Washington. Ils ont protesté, mais ils n'ont rien fait. Pour la forme. Dans les faits, ils ont semblé accepter le fait accompli. Du moins pour l'instant. Tout ça ressemble à la mise en pratique d'une doctrine bien précise. Les sources parlent de la corrélation Trump à la doctrine Monroe. Exactement. Ce n'est pas qu'une intervention ponctuelle, c'est un message envoyé à toute la région. C'est tout à fait ça. La doctrine Monroe, historiquement, c'était l'idée que l'hémisphère occidental était la chasse gardée des États-Unis. Oui, La corrélation Trump la modernise, elle la rend beaucoup plus proactive. Et ça ne concerne pas que le Venezuela. Juste après l'opération, le président Trump a publiquement averti les présidents de Colombie, du Mexique, mais aussi de Cuba, sur quel sujet? sur leur tolérance vis-à-vis des cartels de la drogue. Le message était clair, soit vous réglez le problème, soit nous nous en chargerons. On voit bien la cohérence. Quand on regarde les objectifs de la stratégie de sécurité nationale pour la région, tout s'emboîte. C'est une application presque scolaire de la stratégie. Les 3 piliers, c'est, premièrement, prévenir la migration de masse, Logique. Des ports, des ressources. des ports, des ressources naturelles, des infrastructures. L'opération au Venezuela, elle vise à atteindre ces 3 objectifs d'un seul coup. D'accord. Donc, le Venezuela, c'est l'exemple le plus spectaculaire, le point focal. Mais j'imagine que cette posture, beaucoup plus affirmée, a des répercussions partout dans le monde. Est-ce qu'on voit des schémas similaires se dessiner ailleurs? Oui, absolument. L'analyse des sources montre que ce n'est pas un cas isolé. C'est la manifestation la plus visible de plusieurs tendances transversales qui redéfinissent la sécurité mondiale en ce moment. D'accord. On peut en identifier 4 principales. Et la première, c'est cette fameuse compétition en zone grise, c'est bien ça? Un terme qu'on entend de plus en plus. Exactement. Les adversaires des États-Unis, principalement la Russie, la Chine et l'Iran, ont compris qu'une confrontation militaire directe était trop risquée pour eux. Donc ils agissent différemment. Ils privilégient des actions qui restent juste sous le seuil de la guerre ouverte. Ça peut être de la coercition maritime, des cyberattaques, des campagnes de désinformation massive. C'est une guerre de l'ombre, permanente et déstabilisatrice. La deuxième tendance, c'est que l'économie est devenue un champ de bataille. C'est un point fondamental. On est sorti de l'idée que le commerce adoucit les mœurs. Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement, l'énergie, l'accès aux technologies, ce sont des armes. La sécurité économique est devenue la sécurité nationale. C'est devenu synonyme. On ne se demande plus seulement si un produit est rentable, mais s'il est sûr de dépendre d'un autre pays pour se le procurer. Et ça m'amène à la troisième tendance, qui est liée pendant la guerre de l'information. Précisément. Et c'est une guerre qui s'intensifie. Nos sources montrent des campagnes narratives très coordonnées de Moscou, Pékin et Téhéran pour dépeindre chaque action américaine comme agressive, impérialiste et déstabilisatrice. L'objectif, c'est de semer le doute. Exactement. Saper la confiance des citoyens américains dans leur gouvernement et surtout fissurer les alliances des États-Unis en semant le doute chez leurs partenaires. Ce qui nous conduit logiquement à la quatrième tendance, la pression sur ces mêmes alliances. Les alliés doivent se poser beaucoup de questions. Ils sont en pleine redéfinition de leur rôle. Que ce soit en Europe ou en Asie, ils comprennent que l'Amérique attend d'eux qu'ils prennent une part beaucoup plus importante du fardeau. Le partage du fardeau. Voilà, le parapluie américain n'est plus inconditionnel, donc ils ajustent leurs attentes, ils augmentent leur budget de défense et ils réfléchissent à leur propre autonomie stratégique. Donnons des exemples concrets. Si on regarde les événements récents, comment ces tendances se manifestent-ils? En Europe, par exemple. L'Europe est un cas d'école. D'un côté, le commandement américain en Europe a relancé un dialogue militaire direct avec la Russie. C'est une ligne de déconfliction pour éviter que la guerre en Ukraine ne dégénère. C'est la gestion de l'escalade. Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on voit surtout la militarisation de l'économie. Le grand salon de l'armement à Riyad a montré une course aux armements effrénée. Tout le monde achète des armes. Et dans ce contexte, Israël a envoyé un message très clair. Lequel?
Le pays est prêt à agir seul et de manière préventive contre le programme de missiles balistiques de l'Iran si certaines lignes rouges sont franchies. Avec ou sans le feu vert américain. Avec ou sans le feu vert américain. Ce qui soulève la question de la prolifération nucléaire. Le risque semble grandir, notamment en Asie. Oui, et c'est peut-être le développement le plus inquiétant. L'expiration récente du traité New START, le dernier grand accord de désarmement entre les États-Unis et la Russie, a ouvert une boîte de Pandore. On entre dans une ère d'incertitude. Totale, sans garde-fou. Et c'est dans ce climat extrêmement tendu que la Corée du Nord s'apprête à tenir un congrès majeur de son parti, tout en multipliant les essais de missiles. Le message est clair, ils ne renonceront jamais à leur arsenal. Quand on met tout ça bout à bout, une crise en Amérique latine, des tensions en Europe, un Moyen-Orient sur le qui-vive, l'incertitude nucléaire en Asie, le tableau est vertigineux. Le risque principal identifié par les analystes, c'est celui de crises simultanées sur plusieurs théâtres. C'est-à-dire, Imaginez un scénario où une provocation chinoise autour de Taïwan coïnciderait avec une nouvelle agression russe en Europe et une crise majeure dans la péninsule coréenne. ça mettrait la capacité américaine de gestion de crise à rude épreuve. Comment prioriser les ressources militaires, diplomatiques, économiques? Le risque de ce que les stratèges appellent le surmenage stratégique est très élevé. Face à ce tableau si complexe, la question qui vient à l'esprit, c'est « et maintenant ?» Quels sont les points chauds à surveiller dans les semaines à venir? L'analyse dégage 5 points de vigilance principaux. Le premier et le plus immédiat concerne l'Amérique latine. Il faudra observer la réaction de la Colombie et du Mexique à l'avertissement américain sur le narcotrafic. Vont-ils coopérer ou résister? C'est toute la question. Leur choix déterminera la dynamique de toute la région. D'accord. Le deuxième point nous emmène en Iran. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sources suggèrent que le principal moteur de changement à Téhéran ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les dynamiques internes donc. Les tensions économiques, les protestations, les luttes de pouvoir. C'est de là que pourrait venir une surprise stratégique. Troisième point, on retourne en Asie, en Corée du Nord. Tout à fait. Le congrès du Parti des travailleurs est un événement crucial. Les discours et les nominations nous donneront des indications très claires sur la direction que prendra Pyongyang. Durcissement ou une petite ouverture. C'est ça. La réponse se trouvera là. Et pour les relations entre les grandes puissances, les États-Unis et la Russie? C'est le quatrième point. Le dialogue militaire sur l'Ukraine est-il un simple canal technique pour éviter les accidents ou peut-il devenir le point de départ d'une désescalade plus large? Ce sera un baromètre, en quelque sorte. Un véritable baromètre, oui. Et enfin, le cinquième point est transversal. C'est la réaction des alliés. C'est-à-dire, vont-ils vraiment augmenter leur participation à l'effort de défense? Exactement. On a entendu beaucoup de promesses, surtout de la part des Européens et du Japon. Maintenant, il va falloir surveiller le passage des paroles aux actes. Les budgets vont-ils réellement augmenter? C'est ce qui testera la solidité des alliances américaines. C'est une conclusion parfaite pour cette analyse. Nous tenons à rappeler que l'ensemble de ces informations, de ces synthèses que nous venons d'explorer, a été généré par la technologie de Stylo News. C'est une application disponible sur mobile et sur ordinateur qui permet à n'importe qui de créer son propre bulletin de renseignement personnalisé. Elle agrège et analyse en temps réel des centaines de sources d'informations et de médias sociaux. Et si vous voulez suivre vous-même toutes ces dynamiques complexes dont on a parlé, c'est vraiment l'outil idéal. Pour obtenir des informations alimentées par l'intelligence artificielle à la demande, il suffit de visiter le site www.stylonews.com. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Ce fut une discussion dense, mais je crois nécessaire. Tout à fait. Si certains sujets ou certaines régions du monde vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez surtout pas à nous les suggérer pour de futures analyses. En attendant, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt!